Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de maquette. Alors, ça va être différent de ce que j'ai pu présenter avec la Panhard, parce qu'avec la Panhard j'ai fait une review du kit et j'ai donné mon point de vue, mais aujourd'hui ça va plus être un tutoriel de peinture. Et pour cette première vidéo, on va se pencher sur le soldat français de 1940 à partir du kit de chez Tamiya au 1/35e. Alors pourquoi faire un tutoriel de peinture de figurines alors que dans les kits, il y a les instructions pour peindre ces figurines? C'est parce que quand on est modéliste, on a l'habitude de substituer une peinture avec une autre. Par exemple, on va utiliser un vert plus clair par rapport à ce qui est demandé, à titre d'exemple. Dans certains cas ça marche, mais dans d'autres ça ne marche pas. Oh, comment c'est précis ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que si on peint un véhicule, si on utilise une teinte plus claire que ce qui est demandé, c'est pas grave, ce sera pas choquant. Le véhicule que vous êtes en train de peindre a été sûrement détruit ou ferraillé, ou ça se trouve on n'a aucune trace couleur de ce dit véhicule. Je précise quand même que ce que je viens de dire, c'est à prendre avec des pincettes. Les plus stricts, ils vont le signaler ça, ils vont dire ta couleur est trop claire ou elle est trop foncée. Donc attention avec ce que je viens de dire. En revanche, quand on peint une figurine de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale ou même du moderne, tout ce qui a rapport avec un uniforme, c'est beaucoup plus strict, la marge d'erreur est beaucoup plus petite. Je m'explique. De nos jours, beaucoup de personnes font de la reconstitution d'uniformes, et donc ils ont une trace couleur de ces uniformes. Par conséquent, ils peuvent nous contredire en disant c'est trop clair, c'est trop foncé, peu importe quoi. Parce que dans la reconstitution d'uniforme, chaque détail compte. Après, je tiens à rassurer, on peut toujours substituer une couleur avec une autre, parce que la plupart du temps, la couleur passe largement, on peut contredire avec des photos, on peut avoir la flemme d'acheter le matériel, tout simplement. Après, je dis ça sur le ton de l'humour quand je dis qu'on a la flemme d'acheter le matériel. Mais ce que je veux dire, c'est que si on achète une seule peinture seulement pour le dit kit, ça peut ne pas être rentable. Parce qu'on aura sûrement d'autres peintures qu'on va préférer pour d'autres kits. Et du coup, la peinture qu'on a achetée, on a dépensé une certaine somme d'argent dessus, on va pas s'en servir. Du coup, est-ce que l'achat est rentabilisé? Moi, personnellement, je dirais non. C'est là où je voulais en venir. Ouais bon, tu radotes avec ce que tu racontes là, on pourrait pas un peu se pencher sur le kit? Il a raison, on va peut-être un peu se pencher sur le kit des soldats français. Mais d'abord, je vais faire un très rapide historique du kit. L'uniforme français de 1940 est assez symbolique. En effet, c'est, on peut dire, le symbole de l'armée française qui n'était pas prête et qui s'est fait rouler dessus. Quand on entend comme ça, on n'a pas l'impression qu'il a une très bonne réputation cet uniforme, tout comme l'armée française. Bon, on met ça de côté, on n'est pas là pour parlementer là-dessus. Là où je veux en venir, c'est que l'uniforme français de 1940 est très similaire à celui porté par les poilus en 14-18, donc pendant la Première Guerre mondiale. Parce que, à part la couleur, bleu horizon pour les poilus de 14-18 et kaki pour les soldats de 39-45, il n'y a pas grand-chose qui change. Ensuite, il faut savoir qu'avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la France a adopté un nouvel uniforme, l'uniforme modèle 1935. Il y a quelques différences notables, comme par exemple la double rangée de boutons qui a été remplacée par une seule rangée de boutons au milieu. Il y a d'autres différences entre ces uniformes, comme par exemple la cartouchière qui était dans le dos, qui a été retirée tout simplement parce qu'elle n'était pas pratique. Après, je ne suis pas là pour faire un cours sur l'uniforme français de 1940. Il y a des vidéos comme celle de Neo 035 où il présente les deux uniformes qui sont beaucoup plus complètes et beaucoup plus compréhensibles. En fait, ce que je voulais faire, c'était une entrée en matière et vite évoquer en fait les deux variantes qu'on pouvait avoir en 1940. Ceci étant fait, on va maintenant se pencher sur le tutoriel, à savoir comment peindre un uniforme français de 1940. Nous voilà donc prêts pour commencer ce tutoriel de peinture du soldat français de 1940. Pour ceux qui sont intéressés, ce soldat provient du kit 35-288 de chez Tamiya, disponible sur le site de Super Hobbies pour une quinzaine d'euros. Comme je l'ai dit avant, le soldat français de 1940, c'est pas le plus simple à peindre. Ici, on voit déjà qu'il y a plusieurs bretelles qui vont dans tous les sens. Ici, là en jaune, et là derrière, on en voit encore une. Si on met le soldat de dos, on les voit encore mieux. Donc, il y a les deux du brelage qui vont comme ça en Y. Il y a celle de la gourde et il y a celle de la musette. Ce que je veux dire, c'est que
On voit le niveau de minutie qu'il faut avoir pour peindre chaque bretelle correctement. Ici, ici. Et surtout savoir quelle bretelle croise quelle bretelle. Savoir si la bretelle de la gourde cache celle de la musette ou si c'est l'inverse en fait. Pour ça, vous pouvez trouver des réponses sur internet où vous avez juste à regarder la boîte du kit. Là, c'est indiqué. En revanche, tout n'est pas indiqué. Une dernière chose avant de commencer ce tutoriel, c'est que ce code couleur va s'appliquer au 1/35e, mais également au 1/72e. Donc si vous arrivez à faire certains détails sur du 1/72e, vous êtes bon. Et t'as peut-être juste pas le niveau aussi. Ouais, aussi. Bon, revenons à nos soldats. Comme je le disais, ce code couleur va pouvoir s'appliquer au 1/35e et au 1/72e. Je vais vous montrer ça tout. Il est où mon soldat? Oh putain. Non, c'est bon, il est là. Bon, déjà la taille, c'est déjà quelque chose d'assez conséquent. Mais comme dit, ça va pouvoir s'appliquer aux deux échelles. Bon après, si vous faites un soldat 1/72 différent du soldat 1/35e, c'est quand même un peu bizarre. Bon, on met de côté lui. On va enfin commencer ce tutoriel, après cette longue introduction. Je tiens à dire que j'ai peint beaucoup d'éléments encore fixés sur les grappes, tout simplement parce que j'avais un meilleur support, c'était beaucoup plus stable, et surtout j'avais accès à des petits endroits auxquels je n'avais plus accès une fois la figurine complètement construite. Je pense notamment aux cartouchières qu'on peut voir ici, que j'ai peint en XF64 de chez Tamiya, donc un brun couleur cuir. Et cette couleur, je l'ai appliquée donc aux cartouchières, aux bretelles du ceinturon, on peut voir ici, donc celle en Y, le ceinturon lui-même, ainsi que la bretelle de la gourde, ici, et qu'on voit un petit peu au-dessus du fusil. J'ai également peint les chaussures ici en XF64, donc la couleur, c'est un brun classique, cuir, qui passe largement. C'est les premiers éléments que j'ai peints, que ce soit accessoires ou tout de suite sur la figurine. C'est ce que je vous conseille, commencez par les bretelles. Bon, c'est pas très compliqué, vous prenez un pinceau assez fin, comme par exemple celui-ci. Bon, la caméra il paraît gros, mais bon, il est assez fin. Et vous les faites tranquillement. Surtout pour l'arrière, vous serez beaucoup moins embêté à le faire. Surtout ici par exemple, au niveau du croisement, ici ça va être beaucoup plus simple si vous avez encore aucune couleur de mise, plutôt que si vous avez déjà tout le kaki qui est mis ou quoi que ce soit d'autre. Ensuite, pour la musette qu'on peut voir ici, j'ai utilisé du Revell Mat 16, couleur sable, et je l'ai également utilisé sur sa bretelle qu'on peut voir ici et là un petit peu. Pour la sangle qu'on a ici, j'ai encore une fois utilisé le XF64. Tout ce qui est en rapport avec un brun cuir, le XF64 passe sans problème. Pour le casque que j'ai également peint encore accroché sur la grappe, j'ai utilisé du XF65 de chez Revell, donc un vert foncé qui passe très bien. Bon, je tiens à préciser que j'ai que peint le dessous du casque, parce que une fois la tête assemblée, c'est très difficile à accéder. Donc je vous le conseille de peindre avant de le fixer sur la figurine. Et pour l'uniforme en général, c'est le plus simple on va dire. Donc c'est kaki absolument partout, donc sur les bandes moitières, le pantalon et la veste en elle-même. J'ai utilisé du Revell Mat 86, donc une couleur kaki. J'avais un peu peur parce que je me suis dit ça allait rendre trop vert, mais au final on voit quand même que c'est plus ou moins brun, et ça c'est cool. Et j'ai également peint la gourde en Mat 86, et je l'ai aussi peint sur la grappe avant de la détacher. Pour l'arrière ça aurait été un petit peu plus compliqué d'y accéder si elle avait déjà tout de suite été fixée. Et le rendu est vraiment bien, on voit vraiment la couleur kaki symbolique de la tenue française de 1940. Et pour la peau, donc le visage et les mains, j'ai utilisé du Revell Mat 35, couleur chair, tout ce qui est plus classique. Vous pouvez aussi utiliser du Tamiya XF15, c'est aussi une couleur chair, tout ce qui est plus classique. Quand vous avez fait ça, vous avez fait une bonne partie de votre soldat. Vous n'avez plus qu'à assembler le fusil et vous aurez terminé. Sauf que moi, je me suis pas arrêté là. Je suis allé un petit peu dans les détails. Par exemple, si on prend la jugulaire du casque, j'ai utilisé notre bon ami le XF64, tout comme pour les cheveux. Après, pour les cheveux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire le soldat chauve, donc vous peignez tout simplement en couleur chair. Vous pouvez faire blond, donc là, utilisez peut-être le mat 16. Et si vous voulez faire cheveux noirs, vous utilisez du mat 8, donc couleur anthracite ou noir. Et pour celui-là, le XF64 passe largement pour faire quelqu'un avec des cheveux bruns. Après, on peut voir au-dessus des cartouchières, donc ici, on peut voir que j'ai utilisé du couleur aluminium, donc mat 99 de chez Revell, ça passe sans aucun souci, juste pour qu'on voit les boutons, quoi.
Et ici, sur le col, j'ai essayé de faire des marques d'infanterie. Donc c'est des petits chevrons sur chaque côté du col et vous pouvez utiliser du Revell Mat 56. Mais là, il faut vraiment avoir beaucoup de minutie. Utilisez peut-être un cure-dent ou une aiguille, mais vraiment avec très peu de peinture, parce que sinon ça peut faire des bavures et ce sera pas beau. Enfin, on va terminer avec l'arme. Ici, c'est le fusil MAS 36, donc c'est celui qui inclut tout de suite... Siri au rapport. Mais nique ta... Ici, c'est le fusil MAS modèle 1936, donc c'est celui qui est inclus dans le kit. Pour la peinture, j'ai utilisé du Revell Mat 85, donc un brun orangé. Bon, je peux peut-être me contredire avec ce que j'avais dit à l'époque avec la Panhard, en disant qu'il fallait utiliser du Mat 86 pour faire un effet bois. Mais si on regarde de nos jours les fusils qui sont en dotation chez des civils, on voit que le bois est un petit peu orangé. Et pour les parties métalliques, donc le levier d'armement, la culasse et le canon, j'ai utilisé du gunmetal classique XF56. Après, il y a une petite expérience que j'aimerais faire avec ces soldats, c'est que on peut être substituer l'arme. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut probablement utiliser des fusils Berthier ou Lebel si vous en avez en stock, via par exemple les kits de chez ICM, peut-être les substituer au MAS 36. Ce qui donnerait probablement plus de réalisme, vu que le MAS 36 n'était pas le fusil principal de l'armée française en 1940, il y avait plus de Berthier et de Lebel. Donc là, j'ai le fusil Berthier. Donc les couleurs c'est pareil, hein, pour le bois Mat 85 de chez Revell. Et pour les parties métalliques, le chargeur, la détente, le canon, du XF56 de chez Tamiya, sans aucun souci. Donc là le Berthier. Et là le Lebel. Voilà. Aussi les mêmes couleurs. Attention peut-être avec le Lebel, si vous prenez à partir des kits de chez ICM, des soldats de la Première Guerre mondiale, ils auront la baïonnette. Donc il faudra faire une petite manipulation de découpage, vous enlevez juste la baïonnette, vous gardez un petit peu de... Vous gardez une petite partie de plastique en dessous pour faire le quillon en fait, et il n'y aura aucun souci. Donc je vais essayer ça sur les prochains soldats, et je le dirai sûrement sur ma page secondaire d'Instagram pour voir si ça marche. Ensuite dans le kit, il y a une autre arme qui est incluse, c'est le Châtellerault ou fusil mitrailleur modèle 1924. Ils nous disent de le peindre en XF56, donc en gunmetal. En revanche, comme on peut le voir sur le fusil, c'est un gris quand même assez clair. Et si on regarde des photos du Châtellerault, il apparaît quand même assez noir. Donc moi je vous conseille d'utiliser du Mat 8 de chez Revell, donc une peinture noire tout ce qu'il y a de plus classique. Ça sera pas du gunmetal certes, mais ce sera beaucoup plus réaliste. Et pour les parties en bois, donc la crosse et la poignée, du Mat 85, ça passe sans problème. Et après, vous pouvez fixer votre casse sans aucun souci en mettant le XF65 de chez Revell et vous aurez terminé votre soldat français. Alors, le rendu est franchement bien. La qualité est vraiment top. Bon, c'est Tamiya, hein. Ça peut paraître cher. Certains kits de Tamiya peuvent paraître chers, mais bon. On voit la qualité, on voit la minutie qu'on peut avoir sur leurs produits. On voit les détails, les pliures sur le pantalon, sur la vareuse... Et même derrière, hein, sur le brelage, on peut voir vraiment la délimitation entre la bretelle de la gourde, la bretelle du brelage et la bretelle de la musette. Tamiya fait vraiment du super travail avec leurs soldats, j'ai rien à dire là-dessus. Donc voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous aurez plus ou moins compris les instructions pour peindre correctement un soldat français. Après ça, c'est mon point de vue. C'est comme ça que je peins les soldats OUIN 35e et comment j'ai peint les soldats OUIN 72. On va sûrement me contredire, ce que je respecte totalement. Bon, après j'ai fait ça avec le matériel que j'avais, hein. Mais bon, pour un début, c'est franchement bien. Voilà, c'est la fin du tutoriel. Merci d'avoir regardé et on se revoit très vite.